En novembre 1800, ça va de plus en plus mal, 1947, alors qu'il commence à écrire Noé, Giono note dans le journal qu'il tient dans son carnet de travail et que nous avons édité avec Christian dans la revue Giono. Je le cite, « Il me faudrait une bonne vingtaine d'années pour finir Chronique ». Donc Chronique, c'est la série Un roi sans divertissement. À ce moment-là, il en est qu'à Noé. Et il y en aura encore 3 autres à venir. Et en faire ce que je voudrais que cela soit. J'aurai alors 72 ans et pourrais peut-être consacrer encore les 5 ou 6 dernières années, je suis gourmand, à écrire ce qu'on appelle des souvenirs. Dresser les figures de mon oncle, de ma mère, encore de mon père, ce dont Jean le Bleu n'est que le prélude exalté. Et en venir jusqu'à la période où je suis maintenant, avec la sérénité et le détachement qu'il faut. Donc Giono n'a jamais écrit cet ouvrage, qui serait devenu, et où il serait revenu à ses souvenirs de jeunesse avec ce détachement et cette sérénité de l'homme âgé. Mais en septembre 1969, donc un peu plus d'1 an avant sa mort, et Robert Ricat, pour préparer l'édition de Jean le Bleu dans la Pléiade, l'interroge à ce sujet de cette note qu'il a lue dans les carnets de Giono. Donc ce livre qui n'a jamais vu le jour. Et Giono lui dit que d'une certaine manière, lui répond que d'une certaine manière, il les a écrits, en partie en tout cas, dans les articles qu'il a donnés aux journaux de Provence, et en particulier au Dauphiné libéré. Donc, ce que nous vous proposons, donc, c'est une lecture par Geneviève Esménard, que vous connaissez, d'un montage de ces textes, écrits pour la plupart dans les années 60, où Giono raconte son enfance, son père, sa mère, la vie de Manosque autour de 1900, également comme on l'a un peu entendu dans les enregistrements ce matin. Beaucoup de ces textes viennent de ces chroniques publiées donc dans la presse de l'époque. D'autres qui complètent, surtout au début, viennent de ce texte magnifique sur la maison d'enfance qui est sur quelques sonates de Scarlatti, où Giono, qui a très souvent parlé de la maison d'enfance, n'en a peut-être, je ne sais pas, de la pluie dans la maison d'enfance, peut-être jamais aussi beau texte que celui-là. Et ensuite, 2 datent de la fin des années 20 et qui précèdent Jean le Bleu, par contre, dont celui, c'est inédit, Une rose à la main, qui est dans le dernier numéro de la revue Giono, numéro 14. Et puis un texte où Giono raconte indirectement à la 3e personne sa vie d'enfant, qui est extrait du scénario qui a été publié dans la revue Giono numéro 1, qui s'appelle Le Petit Garçon. Mais la description de ce petit garçon, qui est évidemment et lui, ça, il n'y a aucun doute, et de sa relation avec les ouvrières de sa mère, la mère, le père, les 2 espaces, est tout à fait magnifique, et donc je souhaitais l'intégrer dans cet ensemble. Alors certains épisodes ou certains personnages, comme le bouleversant portrait du médecin de campagne qui soignait les angines du petit Jean Giono, n'apparaissent dans aucun autre texte. Il n'y a aucune trace dans aucun autre texte. Et par contre, il y a d'autres épisodes, en particulier celui du premier avion qui a volé à Manosque, qui a été traité par Giono à plusieurs reprises. On l'a dans Jean le Bleu, on l'a dans les projets intitulés Icare, et qui était aussi un inédit publié dans la revue Giono au début. Mais ici, il le fait avec un humour que les 2 autres textes où il les a racontés, dont les 2 autres textes où il les a racontés étaient totalement dépourvus. Et c'est vraiment plutôt dans la veine de ce que nous avons entendu ce matin, souvent très drôle. Voilà, je laisse Geneviève, pendant 45 minutes, vous raconter Giono, ou plutôt donner sa voix à celle de Giono. J'étais un tout petit garçon et j'habitais avec mon père et ma mère une grande et très pauvre maison. Elle était percée à jour comme une écumoire. Sa toiture, qu'aucun maçon ne voulait plus rapiécer, n'était plus qu'un mince treillis de tuiles sur des poutres pourries. Certes, elle contenait aussi des couloirs extraordinaires, de vastes chambres à moitié écroulées où dormaient dans de mystérieuses ténèbres des échos fantastiques et des chuchotements divins. Elle était échelée en tous sens par des rampes, des balcons, des escaliers, et il n'était possible à mon père d'exercer sa profession de cordonnier dans ce château en Espagne qu'en raison de cette toiture en dentelle. À cause d'elle,
La propriétaire ne nous demandait qu'un loyer de 120 francs par an. C'était cocagne. Ça l'était moins les jours de pluie. Ou plus exactement, c'était d'un cocagne différent. Mon père s'amusait de tout et il m'a donné cet admirable outil de bonheur. Ce palais, où à la belle époque on aurait pu loger la suite de Laurent le Magnifique, n'était plus habitable que dans 2 pièces auxquelles on accédait qu'après avoir traversé une brocéliande de ruines. Une de ces pièces servait d'atelier à mon père. L'autre était la chambre où nous dormions tous les 3, le lit de mes parents dans un coin, le mien dans un autre. Venait l'ennemi d'hiver, les lourdes, longues pluies. J'ai toujours aimé la pluie, et le bruit de l'averse occupant tout le ciel me réveille encore maintenant. L'instinct du plaisir est plus fort que le sommeil. Il l'était déjà à cette époque. J'entendais ensuite mon père qui appelait ma mère et lui disait « Pauline, il pleut dans ma barbe ». Et c'était vrai, à la lettre. Des gouttières se mettaient à clapoter partout dans la chambre. Mon père se levait, venait tirer mon lit dans un endroit relativement abrité, puis il plaçait sous chaque gouttière tous les récipients qui lui tombaient sous la main, cuvette de toilette, vieille boîte à cirage, assiette à soupe, pot à fleurs, et il retournait se coucher sous un grand parapluie bleu qui l'abritait, lui et ma mère. À partir de ce moment-là, c'était la maison enchantée, et Merlin habitait mes ténèbres. C'était de tout petits comprimés de magie, les gouttes tombant dans la cuvette, la boîte à cirage, l'assiette à soupe, le pot à fleurs, graves ou grêles, lentes ou pressées, en fa, en sol, en mi, en ré. Dans cet équilibre exquis du demi-sommeil, sur le mince fil entre les sens et la mort, cette musique avait une saveur sans égale. Elle n'avait pas besoin d'être composée. Chaque note avait sa charge de couleurs et d'images. Il y avait autour de moi un extraordinaire charroi de matériel poétique. Celui que transportent les sonates de Domenico Scarlatti est de la même qualité. Je savais très bien où se trouvait notre vieux fauteuil, la chaise au dossier de laquelle j'avais soigneusement pendu ma culotte et ma blouse d'écolier. Je connaissais l'emplacement de notre descente de lit en poil de chèvre, orgueil de ma mère, celui de la table, du guéridon, et les rafales cornées dans une cheminée qui descendait dans le mur derrière ma tête. Il me suffisait d'entrouvrir l'œil pour voir le petit rapiessage clair de la fenêtre dans la nuit. Les frontières de mon univers matériel étaient toujours à leur place. C'est moi qui étais devenu plus véloce et plus vif, et désormais de taille à m'en échapper. Il n'était pas question de rêve, comme l'entendent les bonnes gens, mais de possession véritable de choses jusque-là rêvées. C'était à un tel point une fuite possible dans tous les sens à la fois, et dont je profitais tout de suite avec tant d'ardeur, qu'au sein de l'ombre, mon corps se volatilisait, se vidait violemment de toute sa substance, comme une étoile qui éclate. De même que disparaissaient les murs et la maison. Le nouveau monde que créait le pianotement des gouttes d'eau n'avait plus ni botanique, ni géologie, ni zoologie dépendant de la création dont parlaient les livres. J'en étais moi-même Dieu le Père. Je plaçais l'Orient de la lumière à l'endroit exact où 100 000 raisons obscures me faisaient désirer qu'il soit placé. Les sons contenaient des forces que mon cœur pouvait utiliser librement, sans limite, et tout de suite au gré de mes désirs les plus intimes, les plus fous, les plus farouches. Les ramures jaillissaient de moi-même, d'un seul coup, en forêt, où instantanément se plaçaient les avenues, les clairières, les fourrés, les halliers, les tranchées, les sauts de loups, les chênes royaux, les hêtres sacrés, la harpe gémissante des peupliers, le sifflement gémissant des saules fluides, le scintillement des trembles. Et aussi rapide que le déploiement des ondes sur une eau frappée d'un coup de pierre, s'élargissait, se mettait en place et durcissait un monde immense qui m'appartenait à moi seul, jusqu'au-delà des confins bleus de l'horizon. C'était une puissance qui devenait maître de tout en un quart de seconde, et chaque tintement des gouttes transportait ma possession totale dans toutes les dimensions.
Bien que l'époque dont je parle se place au commencement du siècle, où la vie était plus modeste que maintenant, la petite ville véritable qui contenait ma chambre véritable où il pleuvait abritait déjà plusieurs millionnaires, mais en or, avérés et connus. Mais aucun n'était plus riche et ne possédait plus de biens cette nuit-là que le fils du cordonnier. Le palais des bois que tout homme désire, il n'était même pas capable de le rêver. Moi, je l'avais. Il était là. À l'instant même où il m'était indispensable, il dressait ses murs au milieu des forêts. Je n'avais même pas besoin de l'approcher. Il était tout de suite autour de moi, avec ses profondeurs sonores, ses ombres et ses lumières. Je les connaissais comme ma poche. Il était à moi depuis 1000 et 1000 ans. C'était mon cœur et les gouttes d'eau. L'atelier de mon père, grande pièce à alcôve en haut d'une maison délabrée, prenait jour, si on peut dire, par une unique fenêtre rectangulaire à petits carreaux Révolution française qui donnait sur des cours paysannes où on remisait des charrettes et où on parquait des moutons les veilles de foire. Donc pas de fioritures. La belle vue, on l'avait parfois, en la cherchant bien, dans le vieil or des toitures, la dentelle d'une génoise d'où jaillissaient des hirondelles, ou dans ce pourpre admirable dont se teintait l'argile des tuiles imbibées de pluie. C'est de tous ces après-midi de dimanche d'hiver, passés en tête à tête avec l'admirable pourpre des tuiles sous la pluie, que j'ai tiré une grande partie de mon fond romanesque. Mon père était cordonnier. Le plus ancien souvenir que j'en ai est un bruit et une odeur. Nous habitions en Provence à la lisière d'un bourg rond, sonnant et roux comme un bouclier. Sous ses sourcils de vignes vierges, notre maison regardait dans une ruelle solitaire, allant à l'églysette de Saint-Sauveur-des-Champs. De l'autre côté, c'était déjà l'Olivet, et tout de suite, la colline se gonflait en marche vers le ciel. De bonne heure, le clocheton de Saint-Sauveur rabattait à coups de campane 3 ou 4 vieilles pliées dans des châles noirs, ratatinées comme des cigales. Sitôt après, mon père battait le cuir sur sa pierre de Durance, semant un bruit plus beau que la parole des cloches. L'odeur qui à cette époque me paraissait magnifique, et maintenant encore m'émeut pour des motifs différents, émanait des humbles mains ouvrières de mon père. Elle était verte, cette odeur. Elle évoquait devant mes yeux de spongieuses prairies ombrées de grandes bardanes. C'était l'odeur de la poix. Je revois l'atelier de mon père, cette pauvre pièce qui n'existe plus. Des savates montraient les dents dans tous les coins. Un tas de vieilles semelles dépecées couvrait à demi une malle rectangulaire et qui sonnait le métal quand on la touchait du pied. Devant la fenêtre, un établi bas et 2 tabourets, celui de mon père, celui de l'ouvrier, Brancaille. Nous lui disions Caille. C'était plus court et plus commode car il fallait l'appeler 10 fois par jour parce qu'il rêvait tout debout dans les couloirs. Naturellement glabre, sans un poil, même aux sourcils, il avait un visage de vieux marmot. Ce métier de cordonnier est plein de poètes. Mon père composait des chansons à la Béranger et il avait à côté de lui le classique ouvrier philosophe. Il travaillait dans une chambre haute de notre noire maison, ancien couvent de Présentine. Une pauvre fenêtre à petits carreaux lui donnait un peu de jour. Devant la fenêtre, un grand figuier avait poussé sur une voûte des couloirs intérieurs. Moi, j'étais tout petit, et au retour de l'école, ma mère m'envoyait tenir compagnie à mon père. Il fallait monter le sinistre escalier dans les ténèbres du crépuscule, et comme j'étais peureux et presque fillette, ma mère me faisait accompagner d'une de ses ouvrières. Elles étaient généralement très parfumées. Elles se laissaient embrasser pour rire. Elles sentaient la dragée chaude. Là-haut, j'arrivais presque toujours au milieu d'un débat et tout de suite une bonne odeur virile de cuir qui sentait le spartiate. Sous l'abat-jour historié avec la prise de Constantinople, des mots tombaient comme des graines. Robespierre, Marat, Danton, Eugène Sue, les Jésuites, Victor Hugo, la liberté, la liberté. Et dans moi, la moisson levait.
Je n'étais là que comme un rêve. Alors, quand on avait bien discuté, bien disputé, et que Pancrace, c'était l'ouvrier, ayant marqué ses arguments de 6 clous à tête ronde, n'avait plus rien devant lui, on ouvrait une malle pleine de livraisons à 2 sous, et on me faisait lire à haute voix quelques passages des Mystères de Paris ou de Joseph Balsamo. La vie de l'enfant est très paisible mais non banale. Sa mère est repasseuse, son père est cordonnier. Les 2 ateliers sont dans la même maison. Le premier est blanc, le second est noir. L'atelier de repassage, des grandes tables recouvertes de draps blancs, des ouvrières jeunes et vêtues de clair. Le repassage pour l'enfant est un acte magique. La fabrication dans l'atelier noir est également magique. Les chaussures, comme le linge, suggèrent des personnages, des vies, des intimités auxquelles nul n'a accès. L'enfant fabrique des personnages, des actions à partir du linge et des chaussures. L'imagination de l'enfant est déterminée par sa contemplation des 2 ateliers et par les petits chocs quotidiens que provoque leur contraste. Sa famille, père et mère, font une grande consommation de tendresse. Le cordonnier est lui-même un imaginatif, auquel les bottes et les escarpins suggèrent des aventures héroïques ou tendres. Le climat familial n'est donc pas quelconque. De plus, l'enfant est un peu l'enseigne de sa mère. Il porte des vêtements, du linge, dignes de la première blanchisseuse de la ville. Il est soigné comme une petite fille. Il vit entre un père imaginatif et les ouvrières de sa mère. Près de son père, dans l'atelier noir, il apprend à imaginer. Parmi les femmes, il exerce son imagination. Il n'est pas mélancolique, il est même un peu facétieux. Il aime vivre sous la grande table des repasseuses, entre les retombées de draps blancs au bas desquels s'agitent les pieds des jeunes filles. Ces pieds chaussés sont pour lui une sorte de liaison entre les 2 ateliers. Ce sont eux qui lui donnent envie d'aller voir les chaussures vides du cordonnier. Les chaussures vides du cordonnier lui suggèrent d'aller voir les chaussures habitées des repasseuses. De temps en temps, l'enfant pince une cheville de repasseuse. Par un étrange phénomène, ma mère, fine, douce, blonde et bleue quand on regarde, m'apparaissait alors outre-mer, rouge et or, avec quelque chose de brutal et de naïf. Je n'avais réussi à distinguer exactement que son parfum, un parfum de dragée chaude. Si je réfléchis à l'insolite de cette première impression de couleur, je retrouve dans la quenouille de brume l'instant où ma mère, sa joue contre ma joue, me berçait doucement devant les santons. Balthazar avait un long manteau outre-mer. C'était le plus lourd des rois, à cause de ce manteau qui était en argile. Il y avait du rouge sur le capuchon de ce manteau, et Melchior, tout cuirassé d'or, pliait le genou. « Tu sens la dragée, maman » disais-je, en léchant sa joue poudrerisée à la violette vanillée. Chaque dimanche après-midi, nous faisions une promenade sacro-sainte. Mon père endossait son veston noir et quelquefois son pardessus. Ma mère était dans tous ses atours. J'aimais beaucoup son parfum de vanille, mais pour cette promenade qu'elle détestait d'ailleurs, ma mère ajoutait une odeur fine, disait-elle, la violette ou le réséda. Mon père avait sa belle chemise amidonnée, sa cravate à l'ennemi public. Ma mère portait son corsage de faille, son sautoir, sa petite montre accrochée ostensiblement à la place de son cœur. Elle était coiffée à la Marivette Serra, les cheveux tirés, le chignon bas sur la nuque, et nous partions. Oh, moi, j'étais beau comme un astre. Nous allions à pas lents, comme tous les endimanchés de notre petite ville, sur un itinéraire toujours le même. Il ne s'agissait pas de nous ébaudir, mais de déambuler rituellement. Nous faisions le tour par l'hôpital, nous montions au cimetière, nous revenions par le canal, un simple canal d'arrosage. Nous suivions ou nous croisions le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire tous les commerçants de la ville, tous les artisans cordonniers comme mon père, tailleurs, bourreliers, etc. Les notabilités, notaires, commissaires de police, femmes empanachées et quelquefois même les bourgeois rentiers à l'œil oblique.
J'étais très fière de marcher à côté de ma mère. Elle était très jolie. Je m'arrangeais pour lui toucher la main comme par inadvertance. Aussitôt, elle quittait le bras de mon père et elle prenait le mien. Elle s'appuyait sur moi. Ses souliers lui faisaient un peu mal. Elle avait les pieds tendres. Mon père lui faisait des souliers extraordinaires, les plus beaux du monde. Mais, disait-elle, je ne suis pas faite pour les choses vernies. Nous rentrions de la promenade vers 4 heures. Mon père lisait Malherbe ou quelquefois Lamartine. Je lisais aussi Walter Scott, Fenimore Cooper. Ma mère préparait le repas du soir et j'écoutais surtout les frémissements de ses activités. Elle hachait le persil peut-être, ou le restant du bouilli de midi. Elle allait farcir des courgettes ou des aubergines que je préférais. Je jetais un coup d'œil subrepticement et je la voyais fureter dans la corbeille aux légumes. Elle ouvrait le placard. J'entendais le grelottement des flacons d'huile et du vinaigre qui tremblaient dans l'armature en bois dans le porte-huilier. Elle attisait le feu dans son fourneau. De temps en temps, elle venait régler la haute lampe à pétrole. Alors, je voyais son joli visage et j'avais un besoin irrésistible de poser mes lèvres sur sa joue de vanille. Vers les 6 heures, elle appelait mon père par son prénom, Jean, comme le mien. Elle tirait son porte-monnaie enfoui dans sa poche de robe et elle donnait 6 sous à mon père qui les prenait avec gratitude. Il fermait son livre et il allait au café de Madame Pécou faire son bésigue. Nous restions seuls, ma mère et moi. J'étais très heureux. Je lisais sans lire, j'attendais. Ma mère reculait sur le derrière de la poêle la cocotte de notre fricot. Elle s'enveloppait dans une pointe noire en grosse laine tricotée. Avec une longue épingle, elle piquait son chapeau dans ses cheveux. J'avais toujours très peur de cette longue épingle et le geste qu'elle faisait d'un seul coup pour clouer son chapeau. J'en ai encore peur aujourd'hui, même rien qu'à me souvenir. Et nous allions au salut. Il était entendu que nous allions, elle et moi, au salut. Elle savait que je n'aimais pas l'Église, ou plus exactement la religion. Je n'avais fait ma première communion qu'en révolté. Il était entendu cependant que le dimanche soir, il n'était pas question de Jésus, mais d'elle et de moi. J'ai toujours été férue de romanesque et jamais plus grand romanesque que quand nous allions, ma mère et moi, au salut. Il faisait froid, le vent balançait les 3 quinquets à l'électricité rouge qui piquetait notre rue. Nous nous serrions l'un contre l'autre, nous nous hâtions, de grandes ombres nous accablaient. La petite porte de l'église grinçait en s'ouvrant. Elle retombait derrière nous d'un bruit mat. Le silence froid était différent, glacial et sonore. Un petit filet de fumée s'élevait d'un ostensoir abandonné, toute sa chaîne lovée sur les marches de l'autel. Des lampes rares dressaient d'admirables décors dans les coins. Nous tâtonnions du pied pour rencontrer les rangs de chaises. Nous allions jusqu'à une encoignure entre 2 piliers, contre le tronc de Saint-Antoine de Padoue qui fait retrouver les objets perdus. Nous nous retrouvions. Il n'y avait autour de nous que quelques petites bigotes anonymes. L'harmonium chantait lentement en basse continue. Dans l'ombre complice, comme on dit, je confectionnais mon cœur. Nous étions très pauvres. Mon père gagnait 18 francs par semaine, ma mère en gagnait 10, et quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 10 francs. Nous sommes restés pauvres, mais notre vie n'a jamais été triste, et nous n'avons jamais eu besoin de personne pour faire notre bonheur. Mon père n'était pas homme à confier cette tâche au premier venu, syndicat, gouvernement. Notre bonheur était notre affaire. Notre maison était la maison de la joie, mais il faut dire que le social n'y a jamais mis les pieds. On y faisait très attention. S'il essayait, on le foutait à la porte. Mon père était un artisan, il travaillait à son compte, il était fier de son métier qu'il exerçait dans toutes ses finesses, à son aise. Il en jouissait. Un aristocrate. J'ai eu, comme tout le monde, à 5 ans, un livret de caisse d'épargne. C'était en 1900, l'époque du futur par excellence. Tout était tendu vers demain. Demain, tu verras, me disait ma mère. Demain, tu verras, lui disait son cher Victor Hugo.
Demain, vous verrez, disaient les expositions universelles où l'on construisait l'avenir en carton pour le présenter aux yeux éblouis. Ce qui est ici factice sera demain construit en dur. Et je te fourrai des écus de 5 francs en argent à la caisse d'épargne. Ce chiffre fait sourire, mais que de choses on pouvait se procurer en 1900 avec 150 francs. Mon père aurait pu avoir une veste neuve et ma mère un manteau de laine à la place de celui qu'elle avait en drap cuir lourd comme un diable, froid comme le marbre, mais fait pour durer, c'est-à-dire atteindre les plages du futur. Mon père n'a pas eu sa veste. Ma mère a continué à grelotter, accablée sous son manteau de martre. Je n'ai pas eu de chocolat. Et les 150 francs se sont fondus sans profit pour personne dans cet azur du lendemain et l'air du temps. J'ai, comme tout le monde, acheté des petits Chinois. C'était aux alentours de 1900. Ma mère me donnait 2 sous pour mon goûter et il fallait que je lui en rende un. C'était pour sauver les petits Chinois que de méchants parents jetaient au fumier. La cérémonie quotidienne ne manquait pas de noblesse et embellissait mes après-midi vers 4 heures du soir. « Tu comprends bien, Jean, me disait ma mère. Tu pourrais garder ce sou, c'est pour ton goûter. Je te l'ai donné et tu me le rends avec plaisir pour sauver ton petit Chinois. Il va grandir en même temps que toi et dans 15 à 20 ans, ce sera un homme que tu auras plaisir à rencontrer à l'occasion. » L'occasion ne se présenta pas. 15 ans après, couvert de poux et à plat ventre, j'attaquai en direction du fort de Vaux. Je vais boire un coup. Jadis, aux environs du dimanche des Rameaux, ma mère me donnait 3 francs et me disait « Va t'acheter un chapeau chez les Stéphane ». Le chapeau, c'était un canotier en paille, et les Stéphane, un curieux bonhomme, piémontais, qui s'appelait Stefano Marinesi. Il avait une façon bien à lui, de vendre des chapeaux. Il n'avait pas de boutique, mais eu un vaste entrepôt dans un ancien théâtre désaffecté. Au parterre, dans les galeries débarrassées de leurs fauteuils, sur la scène, étaient entreposées d'énormes caisses à claire-voie, pleines de chapeaux, un point c'est tout. Lui, énorme, trôné, assis sur une chaise. On arrivait, il vous disait sans se déranger « Regarde dans cette caisse ». On plongeait la main, on tirait des canotiers et on les essayait devant une petite glace. J'achetais donc un canotier, mais j'avais une envie folle d'un Panama, envie que je n'ai jamais pu contenter. Les Panamas coûtaient 5 francs. En plus de ce canotier, le printemps qu'on me préparait comportait des pantalons blancs en toile. Ils étaient depuis quelques jours tout propres, bien repassés, pliés sur le dossier d'une chaise près de mon lit. Impossible de ne pas les voir. Impossible de ne pas imaginer l'éblouissement des populations quand je sortirai dans ces pantalons et coiffé du canotier de l'Estéphane. C'était une délectation de chaque soir. Dans ma jeunesse, à l'époque où je faisais le pharo, j'avais réussi à mettre de côté 80 francs avec lesquels je fis l'achat d'une somptueuse veste en tweed. Ah, quel plaisir d'avoir cette veste sur le dos. La laine en était simple et savonneuse, à souhait. Ce sera, j'espère, me dit ma mère, ta veste du dimanche. Ce fut donc ma veste du dimanche. Et comment se passait le dimanche, du temps que je faisais le pharo ? Eh bien, on allait à la gare voir passer le train de 4 heures de l'après-midi. Toute la société descendait à la gare, il y avait à peu près 700 à 800 mètres. On se baladait sur le quai en se reluquant avant que le train arrive. Il arrivait, il repartait, c'était fini. Tout le monde remontait en ville. En ville, si c'était l'été, on continuait à se reluquer sur les boulevards. Si c'était l'hiver, il faisait froid, on rentrait chez soi. Et chez moi, ma mère me disait « Enlève ta jolie veste pour rester ici ». J'enlevais ma jolie veste et on l'enfermait avec des boules de camphre. En 1920, au cours d'un déménagement, j'ai retrouvé cette veste intacte, comme neuve, toujours aussi belle, aussi savonneuse. Mais elle ne m'allait plus. Je n'en ai jamais profité comme il faut. Pour moi, maintenant, le temps passe plus vite qu'aux alentours de 1905.
À cette époque, je déchiffrais la vie mot à mot. Aujourd'hui, je la lis rapidement du coin de l'œil. Souvent même, je l'interprète en une sorte de sténographie. Je me souviens d'un petit camarade que j'allais voir le jeudi après-midi quand j'avais 10-12 ans. Il était cloué au lit depuis des mois par une maladie qui le faisait cruellement souffrir. On n'avait pas à l'époque les moyens qu'on a désormais pour apaiser la douleur. Je revois ce visage pâle et vieux. Nous allions tous les uns les autres à tour de rôle lui tenir compagnie. Il disait « On va être à Pâques ». Nous disions « On n'est pas encore à Pâques ». Ces mois entre Noël et Pâques se traînaient interminablement. Janvier n'en finissait plus. La première étude était de 7 à 8, le matin, au collège où j'étais externe. Ma mère me réveillait à 6 heures. Je me recroquevillais dans le lit jusqu'à l'extrême limite. Puis j'entendais mon nom du fond de la cour et je me levais. Il faisait nuit. J'avais une bougie sur ma table de toilette, un broc d'eau glacée. Je me frottais le bout du nez. Je descendais mes 2 étages dans le noir. J'ai jamais eu peur le matin. Le soir, si je montais ces escaliers assez étranges, tout seul, j'avais peur. La maison que nous habitions avait été, jusqu'à la Révolution, l'annexe d'un couvent de franciscains. En bas, je traversais la cour où il fallait se méfier car l'eau de l'évier y gelait. J'entrais dans la cuisine où le poêle ronflait, l'odeur du café, la lumière rousse de la lampe à pétrole, ma mère fraîche, mon père, sa barbe blanche, ses bons yeux. La journée commençait à peine. J'avais déjà vécu longtemps. Vers 7h moins le quart, j'avais lampé, ou plutôt mangé mon café au lait, car je remplissais mon bol de pain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de liquide. Je mettais ma pèlerine, ma mère m'entourait le cou d'un foulard de soie, et elle allait à la porte tâter le froid. S'il était ordinaire, elle me disait « Mets ton capuchon ». S'il était extraordinaire, elle me disait « Cours vite et ne respire pas ». Ce que j'essayais vainement de faire. C'était encore nuit noire. Notre électricité municipale, fournie par une petite usine artisanale qu'on appelait le moulin à vapeur, était jaune et clignotante. Je remontais la grande rue en essayant d'éviter les écueils. Il y en avait 2. Le premier, à 50 mètres de chez moi, c'était une épicerie-mercerie. Le magasin était éclairé à l'électricité jaune. Quand j'arrivais dans la flaque de clarté de la vitrine, où se dressaient les effigies en carton d'un nègre marchand de café et d'un chinois marchand de fil, je bombais le dos. Mais j'avais beau m'encafourner dans mon capuchon, un ongle impérieux frappait à la vitre, la porte s'ouvrait et Madame Nicolas apparaissait sur le seuil et m'appelait « Viens attendre Ernest ». Ernest était de mon âge, à quelques mois près, mais il se levait bien plus tard que moi. En réalité, quand l'épicière m'arrêtait dans la rue, Ernest n'était pas encore levé. Elle allait crier dans l'escalier « Ernest, lève-toi, Jean est là, il t'attend ». Mais certes oui, que pouvais-je faire d'autre? Madame Nicolas avait la réputation de solide commandante. Elle ne pliait que devant son fils. C'est pas moi qui allais me mettre à lui résister. J'avais des devoirs à faire, il me fallait beaucoup de temps pour les faire. J'étais pas très douée, j'avais des leçons à apprendre. Je comptais sur cette étude de 7 à 8 et voilà que j'étais clouée, comme au jeu de loi, dans l'épicerie à attendre Ernest. Et il était 7h15. Puis la demi sonnait. Puis Madame Nicolas me disait « L'horloge avance », pendant que son fils dégustait son chocolat. Lui, c'était du chocolat. Nous finissions par arriver au collège à 8h moins 5, au moment où le concierge sortait de son atelier de cordonnier pour aller sonner la cloche des classes pendant que le jour se levait. Combien de fois ai-je maudit cette Madame Nicolas? Oh, elle était toujours tirée à 4 épingles, corsage propre, tablier propre, main nette. Elle servait la clientèle comme une dame, conseilleuse et condescendante, obséquieuse devant les riches, dont elle faisait partie pourtant, et les puissants, les fonctionnaires, ceux qu'on appelait d'une formule qui à cette époque faisait grade, les gens en place. Elle terrorisait les camarades d'Ernest par le brio avec lequel elle les faisait tous passer sous sa férule, les embrigadant dans une sorte de domesticité dont il nous fut très difficile de sortir. Il fallut un coup d'éclat. Elle mobilisa notre ami Alphonse. C'était une forte tête. À 16 ans, il s'engagea dans la marine.
Elle l'envoya chercher, je ne sais plus quoi au juste, 1 litre de lait ou des pieds épaquets qu'une vieille femme cuisait sur la place Saint-Sauveur, enfin, quelque chose de comestible. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'Alphonse pissa dedans ostensiblement, puis pour faire bon poids, il rossa Ernest. Si j'échappais à Madame Nicolas, je tombais dans le piège de Léon, un peu plus loin, sur la place Saint-Charles. Là, c'était plus facile, en un sens, d'échapper. Il y avait des arbres derrière lesquels je pouvais me dissimuler, à condition que le bureau de tabac ne soit pas encore ouvert. Sinon, il m'éclairait par derrière et je n'y coupais pas. Il ne s'agissait plus cette fois d'une épicière, mais d'un quincaillier. Il était sur le pas de la porte, les mains dans la poche de sa rigue de son tablier, éclairé à contre-jour par la haute suspension à pétrole d'une boutique salle à manger, où j'apercevais le dénommé Léon penché sur un énorme bol de chocolat. Ici aussi, il s'agissait de chocolat. Le chocolat était une sorte de grade supérieur au café au lait. On avait le chocolat du matin comme aujourd'hui, on a la rosette. Le père de Léon, comme la mère d'Ernest, faisait également la retape pour que son fils ne soit pas le seul retardataire. Mais comme il était placé, lui, à un confluent de rue, il capturait chaque matin, avant l'aube, 5 à 6 pauvres bougres comme moi, qui mettaient en réserve près de Léon, en train d'engloutir son chocolat. Finalement, c'était un groupe compact qui se présentait en retard à l'étude. « Vous ne pouvez donc pas vous lever ?» Mais certes, si je pouvais me lever, je me levais en fait sur le coup de 6h15. Mais le piège Ernest et le piège Léon me faisaient perdre le bénéfice de mes efforts. On me dira... Mais pourquoi ne pas brutaliser un bon coup la mère Nicolas, comme le fit Alphonse? Pourquoi obéir au père de Léon? Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du chocolat et de mon café au lait. Comment un café au lait aurait-il pu, à l'époque, résister à 2 chocolats? J'ai déjà dit l'arrogance de Madame Nicolas. Elle était appuyée sur des valeurs solides. Le directeur de la banque la saluait. L'évêque, quand il venait pour la confirmation, faisait prendre chez elle un café qu'elle torréfiait elle-même. On disait ouvertement qu'elle valait plus de 50 000 francs. Et elle était loin de démentir. Je parle d'elle car Monsieur Nicolas existait à peine. Juste ce qu'il faut pour sauvegarder les convenances. Ernest avait été fait très rapidement. Quant au père de Léon, en plus des avantages que possédait Madame Nicolas, il était nanti d'un égoïsme de notoriété publique qui lui faisait regarder le reste du monde comme de la crotte de bique. D'une cruauté d'insecte parfaitement inconsciente, on racontait qu'il avait ruiné sans pitié son beau-frère et sa belle-sœur, qui avaient eu l'imprudence de lui emprunter de l'argent sans être assuré de pouvoir le lui rendre à l'échéance. Il était de plus mauvaise langue, doué d'un esprit au vitriol qui marquait définitivement ses victimes. Moi, je sortais d'une arrière-boutique qui sentait le café. Ma mère m'avait noué autour du cou un petit foulard de soie. J'avais embrassé la bonne barbe blanche de mon père et je savais que le directeur de la banque ne perdait pas son temps à saluer mes parents, que nous ne valions ni 50 000, ni 10 000, même pas 1 000 francs, et que l'évêque se foutait de nous comme de sa première chaussette. Nous étions vulnérables et faibles, et il ne s'agissait pas, comme disait le père de Léon, de faire le zigoto. C'est pourquoi j'obéissais à l'ongle impératif de Madame Nicolas, et qu'il ne fallait pas trop de ruse pour me démasquer derrière les platanes de la place Saint-Charles. Le temps est fonction des sentiments qu'on éprouve. Je n'étais éveillé que depuis 2 heures quand j'arrivais à mes riches à l'étude du matin, mais j'avais déjà beaucoup vécu. J'avais eu le temps de me révolter, de me résigner, d'avoir peur, d'espérer. C'était long. Le jour commençait à peine. Et combien de temps encore entre Noël et Pâques? Comme on dit vulgairement, je le sentais passer. Ça va? Oh bon. Tu veux de l'eau, Jean-Pierre? Non, ça va, merci, j'en ai. Ça va, le vent n'est pas trop gênant? Alors on continue. Une haute figure domine tous mes souvenirs d'enfance à côté de celle de mon père qui était extraordinaire. Celle d'un médecin de campagne. C'était, quand je le connus, un homme d'une 60aine d'années, râblé, pas très grand, avec une barbe à la raspaille. Il vint me voir une fois pour une de ces angines qui étaient mes maladies saisonnières. Il s'assit à côté de mon lit et il me prit le pouls. Ce fut interminable. « Chut !» dit mon père, « il dort !» «
En effet, il s'était endormi. Nous respectâmes son sommeil. Il se réveilla un quart d'heure après. « Ah, dit-il, c'est le meilleur repos que j'ai pris depuis 15 jours. Bon, voyons un peu cette gorge. » Manosque était à cette époque un bourg de 3000 habitants, la plus grosse agglomération d'un territoire de 50 km². Monsieur Serre, c'était le nom du docteur, desservait toute la région. Il avait un boguet, on dit boguet ou bogie? Boguet, hein? Oui. Un attelage à cheval, quoi. Il avait un boguet et 2 chevaux, ou plus exactement un cheval, Pompon, et une jument pommelée, Diane. Tout le nord du canton est en colline abrupte, séparé par des vallons étroits, où l'hiver la neige gèle et reste longtemps. Aux environs de 1900, il était très pénible de voyager dans cette région pendant la mauvaise saison. Or, c'est précisément la saison des malades. De jour et de nuit, le boguet du docteur Serre dansait dans les chemins malaisés des collines pour soigner la pneumonie d'un tel, accoucher une telle, opérer même toute une petite chirurgie. Il venait toucher barre à son cabinet de travail que pour changer le cheval contre la jument ou la jument contre le cheval et repartir. Quand il avait un moment entre 2 voyages dans les collines ou sur les bords de la Durance, il faisait ses consultations en ville. Il venait dormir un quart d'heure à mon chevet ou au chevet de tel autre malade, où l'on respectait également son sommeil. C'est seulement depuis quelques années que je sais qu'il était marié. On ne l'imaginait pas ayant une vie comme tout le monde. Dans son boguet, oui. À mon chevet, oui. Dans le cri des gens, « Fais revenir Monsieur Serre, allez chercher Monsieur Serre, ne vous inquiétez pas, voilà Monsieur Serre, oui. » Mais marié, non. Ayant un foyer autre que le siège en cuir sous la capote de son boguet, non. Quand quelquefois, les dimanches d'hiver, il y avait sur l'esplanade, au beau soleil gris, des concerts de la musique municipale, autour de laquelle nous étions tous agglomérés, on voyait passer là-bas, au petit trot, le boguet de M. Serre qui partait pour les collines ou pour les plaines, ou rentrait au pas le boguet de M. Serre qui revenait des collines ou des plaines. Les nuits, quand le vent sifflait, qu'on entendait la lourde pluie frapper les volets, que j'étais à nouveau avec une angine et qu'on m'avait dit « On va faire venir M. Serre », j'imaginais sous la grosse loupe de la fièvre le fameux boguet attelé de Pompon ou de Diane en train de rouler et de tanguer dans les bourrasques des collines. Et quand il arrive jusqu'à moi, après des heures d'attente, je voyais mon père consulter sa montre et la pendule, j'entendais ma mère dire « Mais qu'est-ce qu'il attend? Il devrait être là, qu'est-ce qu'il fait ?» Tout le monde était soulagé, j'étais presque guéri, et nous le laissions s'endormir pour un bon quart d'heure, ayant apporté avec lui l'odeur des tempêtes et l'apaisement de toute l'inquiétude. Ce n'était pas encore l'époque des spécialités, des remèdes tout empaquetés et tout prêts. Il inscrivait sur de très longues ordonnances toute la composition du remède que le pharmacien devrait préparer dans son officine. Il était connu que pour certains remèdes, à la préparation desquels il fallait apporter le plus grand soin, M. Serre ne se fiait qu'à lui-même et allait lui-même les préparer. Puis il les apportait, il les appliquait, il en surveillait les résultats, il ne rentrait chez lui pour repartir qu'après être satisfait de ses résultats. Il avait soigné avec très peu de moyens, les moyens de l'époque, c'est-à-dire un trocard, du camphre et du courage, l'épidémie de choléra de 1892. Il avait à combattre constamment, avec les moyens du bord, des diphtéries et des typhoïques endémiques. Il était souvent 10 fois plus malade que les malades qu'il soignait. Mais il ne s'arrêtait pas, il ne pouvait pas s'arrêter, il était seul pour soigner tout le monde. On le disait très riche. Il ne l'était pas comme on l'a pris à sa mort. Il n'était pas riche parce qu'il ne faisait pas payer 2 fois sur 5, et que 5 fois sur 10, non seulement il payait les remèdes de sa poche, mais dans certains cas, c'était lui qui, avant de quitter son malade, déposait 20 ou 40 sous sur le coin de la cheminée. Il mourut un soir assez beau d'automne de cette maladie qu'on appelait subitement. Il mourut donc subitement, en revenant de ses visites le long de la Durance dans son boguet. Je ne me souviens pas qu'il s'agissait de Diane ou de Pompon, mais le fait est que le cheval revint tout seul, au pas, jusque devant le cabinet du docteur. Comme il faisait son ménage lui-même, sans garçon d'écurie, ni palefrenier, et que Madame Serre avait pris l'habitude de ne pas se mêler du métier de son mari, l'attelage resta plusieurs heures devant la porte. Les passants voyaient bien Monsieur Serre, la tête penchée sur la poitrine, tellement mollement les guides, mais ils crurent qu'il dormait. C'est seulement à la nuit close, quand les premiers réverbères roux s'allumèrent,
qu'on alla voir de plus près et qu'on s'aperçut qu'il était mort. On objectera que c'était l'époque héroïque. Je répondrai qu'il est beau d'avoir une époque héroïque à laquelle on puisse se référer quand le cœur flanche. Aux alentours de 1900, Loubet, le président de la République, vint à Marseille. On fit de grandes fêtes, on tira un feu d'artifice sur le port. Mon père aimait beaucoup les feux d'artifice. Il me mena voir celui-là. On prit le train de plaisir. Quand on tira la première fusée, mon père me tint sur ses épaules. Je dominais un peuple immense. Les orateurs de cette époque ne manquaient pas d'humilité, peut-être devrais-je dire de sens commun, car ils avaient de belles barbes. Le président de la République ne fit même pas de discours en public, tout au moins. Cela ne se concevait pas. Il en fit peut-être un en petit comité, à la fin d'un banquet, c'est probable. J'étais trop jeune pour m'en soucier, mais je suis bien sûr que c'était tout bêtement un discours de comice agricole. Le petit père Loubet ne s'est certainement pas donné le ridicule de parler de l'avenir, d'imaginer par exemple ce que serait 1950 ou 1965, à l'époque où l'on en était à peine à inventer le cerf-volant. Qui pouvait prévoir la force nucléaire ? On s'habitue à tout. Aux alentours de 1880, la loi anglaise obligeait les automobiles, quand elles roulaient, à être précédées par un piéton au pas qui agitait un petit drapeau rouge. Sans aller jusqu'au petit drapeau rouge, je vois encore dans mon enfance le commis d'un pharmacien qui, certains jours, allait de porte en porte avertir « Attention, l'automobile va sortir !» Il n'y en avait qu'une, pas deux. Cet engin ne sortait pas souvent. Chaque fois, c'était un événement. Le conducteur, le pharmacien, était couvert de peau de bique méconnaissable. La passagère, la pharmacienne, emmitouflée de quintuples voiles, voilettes, gaz, draperies, guimpes, etc., n'était plus qu'un bloc enfariné. Aujourd'hui, autant en emporte le vent, c'est le cas de le dire. J'ai aussi vu le premier cinématographe. J'avais dans les 5-6 ans. Mon père m'avait serré dans sa grosse pèlerine. C'était l'hiver, il faisait pas chaud, et il fallait faire le pied de grue. Pour trouver un local assez spacieux, à la fin de l'après-midi, on avait débarrassé tout ce que contenait l'épicerie moderne. C'est tout dire. Les barils d'anchois, les capelets d'ail, les grappes de harençor, les pains de sucre à gros papier bleu, les boîtes de filo chinois, le brûleur de café, des caisses de cassonade, des boîtes de vermicelle, le baquet de morue, tout était rangé sur le trottoir. Il y avait au moins 2000 personnes sur la place et les rues qui rayonnaient. Tous les gens du canton, alertés par le clairon, étaient arrivés en charrette. Mon père et moi, nous avions perdu maman dans cette foule. Nous piétinions depuis 6 heures du soir. Notre tour arriva vers presque minuit. On nous poussait par paquets de 20. Une fois entrés, il n'était pas question de s'asseoir, on restait debout. La séance d'ailleurs ne durait pas longtemps, mais c'était tellement merveilleux. La photographie bougeait. Mon père n'en revenait pas. Je ne me souviens plus de ce que j'ai vu, ni du fameux train qui entrait en gare de La Ciotat, ni de l'arroseur arrosé. Rien, je ne sais plus. Et pourtant, Dieu sait si j'ouvrais les yeux 3 fois plus grands que la tête. Un beau jour, l'avion arriva sur une éteule. On l'avait amené, démonté, dans une camionnette. Le mécanicien le rafistolait. Nous avions entendu parler de ces machines qui volent, mais nous n'en avions jamais vu. Quelques jours plus tard, le mécanicien, qui était vraiment employé à toutes les sauces, alla coller des affiches sur nos murs et dans les villages avoisinants. C'était pour dire que mercredi, le célèbre aviateur, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'était quelque chose comme Vin Sobre, le célèbre aviateur volerait dans la vallée à plus de 150 mètres avec des allers-retours et même en faisant des 8. Et le mercredi, de nouveau, comme pour le premier cinéma, tous les gens du bourg, plus tous les habitants du canton, s'installèrent autour du champ, au milieu duquel tressautait, au coup de vent assez fort, un vraiment très fragile machin chouette. Il fallait payer 5 francs, c'était cher. Après avoir bien regardé l'appareil, comme il ne se passait rien, sauf la tressautante sauterelle dans ses haubans, on commença à murmurer. Et enfin, on réclama à haute voix « Mais volez, volez !» D'autres même criaient « Voleurs !»
Le mécanicien endossa une salopette. Il était mis à plus de sauce qu'on ne croyait. C'était l'aviateur lui-même. Nous qui pensions que c'était un personnage, nous n'osions pas dire un ange. Non, c'était le mécanicien, le colleur d'affiche et celui qui, d'après l'affiche, devait voler en 8. Pour l'instant, cet homme orchestre bataillait contre le vent et contre une petite femme blonde. « Ne pars pas, disait-elle, tu vas te casser la gueule !» D'un bras, il repoussait sa femme. De l'autre, il essayait de démêler ses cordes. Ah non, il faisait pas très beau. Les tourbillons de fin d'été secouaient durement le vent. On voyait bien que l'homme volant n'avait pas du tout envie de voler. La foule commença à être mauvaise. L'autorité fit merveille, en l'occurrence le brigadier de gendarmerie et un petit notaire. Ce dernier était considéré comme un sportif parce qu'il avait une bicyclette nickelée. On vit les deux hommes arriver à grands pas sur le pauvre zèbre emberlificoté par le vent, les cordes, la femme et sa mécanique qui tirait au renard. Sèchement, on lui intima l'ordre de prendre le large, par les airs, pas par la route. Suivit une discussion. Le zèbre voulait bien voler. Il expliquait par geste, la foule gueulait, qu'il ne demandait pas mieux, mais qu'il fallait d'abord le débarrasser de cette femme. Le brigadier de gendarmerie l'a pris à bras-le-corps. Le zèbre sauta dans la carlingue. Un volontaire, le notaire, lança l'hélice et malgré le tumulte de la foule, on entendit tousser le moteur. Le gros cerf-volant fit 2 ou 3 sauts, puis il roula, se souleva, retomba, se souleva enfin, et le voilà en l'air. Silence stupéfait de la foule. Il vola aller-retour comme il avait dit, en 8 comme il avait promis. La femme ne se débattait plus. Elle semblait résignée. C'est nous qui nous débattions entre notre stupeur et notre amour éperdu pour cet homme volant, cet ange vraiment. Nous n'étions pas du tout résignés, c'était des « oh », c'était des « ah », des gémissements quand il virait sur une aile puis sur l'autre. Le brigadier ne se risquait plus à empoigner cette femme maintenant à bras-le-corps, elle était sacrée. Et le célèbre aviateur prodigieux, il redescendit enfin sur terre, mais nous, non. On l'emporta en triomphe et sa femme aussi. Aujourd'hui, à part ces saletés supersoniques qui nous emmerdent, on ne fait même plus attention aux avions. On s'habitue à tout. Voilà la dernière petite partie. Parler d'avant 14, 1914, c'est retomber en enfance. Il y a un peu de ça. Disons simplement pour être poli, car au cas où quelqu'un d'autre que moi parlerait aussi d'avant 14, que c'est retomber en adolescence. L'adolescence, c'est joli, ça ne bave pas, ça ne balbutie pas, sinon pour des questions de timidité et de sentiment. En réalité, à mon âge, si on veut être pris au sérieux, il faut bien se garder de parler de cette époque non historique. Elle ne contenait ni César, ni Sardanapale, ni Néron. Il y avait des présidents de la République, pas du tout sportifs, qui se baladaient de ville en ville, en landau, faisaient des banquets. Le seul homme embêté dans tout ça était leur secrétaire. Il était obligé de rédiger le texte des discours et il n'y avait rien à dire. Il n'y avait qu'à dire « Bonjour messieurs et mesdames, ne vous dérangez pas, je suis venu faire un petit tour parce que le temps y incite. À part ça, comment ça va le commerce? Bien, tant mieux, c'est le principal. Tenez-vous gaillard et les pieds au chaud. À la bonne vôtre et à la prochaine. » Je reconnais que tout ça ne fait pas vraiment condition humaine. J'ai l'impression qu'après ces menus souvenirs sans intérêt ni importance, il n'est plus très nécessaire de parler de toutes ces prisons idéologiques dans lesquelles notre esprit est désormais condamné à faire des chaussons de lisière pour les grands Chinois, les grandes philosophies sociales et les 4 ou 5 grands. Voilà. Oui, bien sûr. On peut faire un quiz aussi. Vous voulez savoir de quel livre cet extrait? Voilà. Bon, alors. Comme j'avais prévu la chose, je n'ai pas oublié de mettre les références. Cette très belle phrase liminaire, je fais une revue d'ombre. Ça vient des Terrasses de l'île d'Elbe, page 73. Ensuite, le grand texte, je vous l'avais dit, c'est tiré
sur quelques sonates de Scarlatti, le grand texte sur la maison d'enfance. Ce texte a été repris dans la revue Genot numéro 6. Beaucoup de textes viennent des chroniques, donc je vous l'ai dit, les terrasses de l'île d'Elbe encore, l'atelier de mon père. Bon, voilà. Il y a une lettre à Jean Guéhenno de 1928 quand il évoque la figure de son père, quand il est question de Robespierre, Marat, Danston, Eugène Sue, les jésuites, Victor Hugo. La vie de l'enfant est paisible, très paisible. À la troisième personne, je vous l'ai dit, c'est dans la revue Genot numéro 1, le texte s'appelle Le Petit Garçon. Une rose à la main, quelques lignes ont été lues. C'est un nouvel inédit sur son enfance qui est dans la dernière revue Genot, la numéro 14. Alors chaque dimanche après-midi, nous faisions une promenade sacro-sainte et tout le salut, le dimanche à la maison, le salut avec sa mère. C'est un très beau texte qui est de la fin de sa vie, que je dois écrire en 68, qui s'appelle Ma mère, qui est dans la chasse au bonheur. Vous trouvez tout ça en collection de l'imaginaire, mais c'est de l'autre côté, ça c'est à la boutique du Paraïs. Nous étions très pauvres, c'est dans Palzem, voilà, c'est des petits extraits. Encore l'histoire du chapeau chez les Stéphane, c'est dans les terrasses de l'île d'Elbe, un texte qui s'appelle Le Printemps. Ensuite, vous avez... alors c'est drôle parce que le chapeau, c'est dans un texte qui s'appelle Le Printemps. Et dans ma jeunesse où je faisais le pharo, le texte sur la veste, c'est dans un texte qui s'appelle Le Chapeau. Bon, qui est dans la chasse au bonheur. Et pour moi maintenant, le temps passe plus vite qu'aux alentours de 1905. Donc toute l'histoire savoureuse de Madame Nicolas et du père de Léon, ça c'est le temps dans la chasse au bonheur. Le médecin de campagne, c'est le titre. C'était recueilli dans La chasse au bonheur également. Vous trouvez beaucoup dans La chasse au bonheur. Le président Loubet, c'est dans Les pommes, qui est un texte dans Les trois arbres de Palzem. Et enfin, l'histoire du premier cinéma et du premier avion, qui est si savoureuse, s'appelle L'habitude. On s'habitue à tout, l'habitude, dans La chasse au bonheur. Voilà. Et les quelques conclusions, c'est pris dans Le temps des prisons, Chasse au bonheur également. Donc vous voyez La chasse au bonheur, qui est le 3e volume des chroniques romanesques, des chroniques journalistiques de Genot publiées chez Gallimard et qui est maintenant en collection de l'imaginaire. J'ai beaucoup choisi, beaucoup trouvé de choses dans ce recueil. Voilà. En fait, il faut que je dise d'où ça vient aussi, je peux lui rendre hommage au passage, c'est que quand Laurent Fourcault a mis en chantier le numéro de la série Genot de la Revue des Lettres modernes, qui est le dernier paru sous sa direction, que je vous recommande, même si ces éditeurs ne pratiquent pas des prix vraiment à la portée de toutes les bourses. Très bel ensemble, où d'ailleurs a écrit notre ami Michel Gramin, qui va me rejoindre. Et donc Laurent Fourcault avait souhaité que pour ce numéro de la revue, je fasse un inventaire de tous les textes où Genot parlait de son enfance. C'était tellement long, tellement compliqué que j'ai pris trop de temps et que finalement c'est paru sans cet inventaire et que je me sers de ce travail d'inventaire, en particulier des chroniques romanesques, je m'en suis servi pour concevoir cette lecture. Voilà.